Il existe 5 erreurs financières qui ont détruit absolument tous les grands empires de l'histoire. Pas la plupart, pas beaucoup, tous. Rome est tombée après avoir commis ces 5 erreurs. L'Empire espagnol, qui contrôlait la moitié du monde connu, s'est effondré après les avoir répétées exactement. L'Empire ottoman, l'Empire britannique, tous ont suivi le même schéma prévisible et fatal. Et aujourd'hui, en ce moment même, les plus grandes puissances économiques du monde sont en train de commettre exactement les mêmes erreurs. Les mêmes, pas des erreurs similaires, les mêmes. Bonjour à tous. Je suis historien économique depuis 20 ans et j'ai analysé l'effondrement de 15 grands empires à travers l'histoire. Ce que j'ai découvert est à la fois fascinant et terrifiant. Ces 5 modèles financiers ne sont pas des théories. Ce sont des faits historiques, vérifiables, documentés, qui se répètent avec une régularité implacable. Et comprendre ces modèles vous donnera une grille de lecture pour comprendre le monde économique actuel comme jamais auparavant. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 5 erreurs financières mortelles qui ont systématiquement détruit chaque empire de l'histoire. Vous allez voir comment Rome, l'Espagne, l'Empire ottoman et la Grande-Bretagne ont tous suivi exactement le même chemin vers l'effondrement. Et surtout, vous allez apprendre à reconnaître ces schémas dans le monde actuel. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous montrer précisément où nous en sommes dans ce cycle aujourd'hui. Le premier modèle financier destructeur, c'est la dépréciation monétaire systématique, et laissez-moi vous dire, c'est le tueur silencieux des empires. Chaque empire qui s'est effondré a d'abord détruit sa propre monnaie. Prenons Rome comme premier exemple. Au 1er siècle après Jésus-Christ, le denier romain, la monnaie de base de l'Empire, contenait 95% d'argent pur. C'était une monnaie solide, respectée dans tout le monde connu. Les marchands de Chine à la Bretagne acceptaient le denier romain parce qu'ils savaient qu'il avait une vraie valeur. Mais voici ce qui s'est passé. Les empereurs romains avaient des dépenses massives, des légions à payer, des frontières à défendre, des monuments à construire, des jeux à organiser pour distraire le peuple. Et il manquait constamment d'argent. Alors ils ont découvert une solution apparemment géniale. Au lieu de frapper des pièces avec 95% d'argent, pourquoi ne pas en mettre 90%, puis 80, puis 70? 2 siècles plus tard, en l'an 250, le denier romain ne contenait plus que 5% d'argent. 5%. Le reste, c'était du cuivre et d'autres métaux sans valeur. Les empereurs avaient dilué leur monnaie à un point où elle était pratiquement sans valeur. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'inflation a explosé. Un pain qui coûtait un denier en coûtait soudainement 10, puis 50, puis 100. Les prix montaient sans arrêt parce que la monnaie perdait constamment sa valeur. Les soldats romains, payés avec cette monnaie dépréciée, ne pouvaient plus subvenir aux besoins de leur famille. Leur loyauté a vacillé, les légions se sont révoltées. Les frontières sont devenues poreuses. L'Empire a commencé sa lente agonie. Maintenant, regardons l'Espagne au XVIe siècle. L'Espagne avait découvert les mines d'argent de Potosi en Bolivie. C'était la plus grande découverte de métal précieux de l'histoire. L'argent affluait par tonnes vers l'Espagne. Le roi Philippe II pensait qu'il pouvait tout acheter. Des armées massives, des flottes invincibles, des guerres partout en Europe. Mais voici le piège. Tout cet argent qui entrait en Espagne a dilué la valeur de la monnaie espagnole. En 50 ans, entre 1550 et 1600, les prix en Espagne ont été multipliés par 4. Les Espagnols étaient les gens les plus riches et les plus pauvres en même temps. Ils avaient de l'or et de l'argent partout, mais ils ne pouvaient rien acheter avec. Et voici le détail que personne ne vous dit. Cette inflation massive a détruit l'industrie espagnole. Pourquoi un artisan espagnol produirait-il quelque chose quand il pouvait simplement importer à des prix qui, même gonflés par l'inflation, étaient plus bas que ses coûts de production? L'Espagne est devenue dépendante des importations. Son industrie s'est effondrée. Et quand l'argent de Potosi a commencé à se tarir, l'Espagne s'est retrouvée sans industrie, sans argent et endettée jusqu'au cou. Le deuxième modèle financier destructeur, c'est l'endettement excessif et insoutenable. Et ici, chaque empire, sans exception, a suivi le même schéma fatal. L'Empire ottoman, au XIXe siècle, est un cas d'école. Les sultans voulaient moderniser. Ils voulaient des chemins de fer, des télégraphes.
une armée moderne comme celle d'Europe, tout cela coûtait très cher. Beaucoup plus cher que ce que le Trésor ottoman pouvait se permettre avec ses revenus normaux. Alors ils ont emprunté, massivement, aux banques françaises, britanniques, allemandes. Entre 1854 et 1875, l'Empire ottoman a contracté 15 emprunts majeurs. Au début, tout semblait bien fonctionner. L'argent entrait, les projets avançaient, Istanbul se modernisait. Mais regardez les chiffres. En 1875, 52% du budget ottoman était consacré au remboursement de la dette. 52%, plus de la moitié de tout l'argent que l'Empire collectait en impôts allait directement aux banquiers européens. Il ne restait presque rien pour faire fonctionner l'Empire lui-même. En 1876, l'inévitable s'est produit. L'Empire ottoman a déclaré le défaut de paiement, la banqueroute. Les créanciers européens étaient furieux. Ils ont exigé et obtenu la création de l'administration de la dette publique ottomane, une institution étrangère qui contrôlait directement les revenus de l'Empire. Un empire souverain qui avait régné pendant 6 siècles était maintenant contrôlé financièrement par des banquiers étrangers. C'était humiliant et fatal. La France de l'Ancien Régime offre un autre exemple parfait. Louis XIV, le roi Soleil, dépensait sans compter. Le château de Versailles à lui seul a coûté l'équivalent de 2 milliards d'euros actuels. Ces guerres incessantes vidaient le trésor royal. À sa mort en 1715, la dette française représentait 3 milliards de livres, soit environ 80 fois les revenus annuels du royaume. Son successeur Louis XV n'a fait qu'aggraver la situation. Puis vint Louis VI. En 1788, 49% du budget royal était consacré au service de la dette. 49%, exactement comme l'Empire ottoman 13 ans plus tard. Louis VI a convoqué les États généraux pour trouver une solution à cette crise financière. Cette réunion, destinée à résoudre un problème de dette, a déclenché la Révolution française. Le roi a perdu sa tête, littéralement, non pas à cause d'une guerre perdue ou d'une invasion, mais à cause de la dette. Si vous commencez à voir le schéma, si vous réalisez que ces erreurs ne sont pas des accidents mais des choix répétés, alors abonnez-vous à cette chaîne maintenant et activez les notifications parce que nous explorons régulièrement ces cycles historiques et leurs implications pour notre monde actuel. Et ce qui vient ensuite va vous montrer comment ces empires ont aggravé leurs problèmes avec les 3 modèles destructeurs suivants. Le 3e modèle financier destructeur, c'est la complexité administrative excessive et la bureaucratie paralysante. Tous les empires en déclin ont créé des bureaucraties monstrueuses qui ont fini par étouffer leur propre économie. L'Empire byzantin, la continuation de Rome en Orient, est l'exemple parfait. Pendant 1000 ans, Byzance a survécu à toutes les menaces. Les Perses, les Arabes, les Bulgares. Mais au XIIe siècle, quelque chose a commencé à pourrir de l'intérieur. L'administration byzantine est devenue monstrueuse. Pour collecter les impôts, il fallait passer par 7 niveaux de bureaucrates. Chaque niveau prenait sa commission. Un paysan qui devait 100 pièces d'or au trésor impérial en payait finalement 300, car chaque intermédiaire prélevait sa part. Les thèmes, les divisions administratives de l'Empire se multipliaient. Chaque thème avait son gouverneur, ses secrétaires, ses collecteurs, ses inspecteurs, des milliers de fonctionnaires qui ne produisaient rien mais qui devaient être payés. En 1200, Constantinople comptait plus de fonctionnaires que de soldats, plus de bureaucrates que de soldats dans un empire constamment menacé. Quand les croisés ont attaqué Constantinople en 1204, l'Empire n'avait plus les moyens de payer une armée suffisante pour défendre sa propre capitale. La ville est tombée. L'Empire ne s'en est jamais vraiment remis. La Chine impériale sous la dynastie Ming offre un exemple encore plus frappant. Au XVe siècle, la Chine était la civilisation la plus avancée du monde. Ses flottes exploraient l'océan Indien, son économie était florissante. Mais les empereurs Ming ont créé un système de fonctionnaires mandarins basé sur les examens impériaux. En théorie, c'était brillant. Sélectionner les meilleurs esprits pour administrer l'Empire. En pratique, la bureaucratie a explosé. Pour chaque décision, il fallait l'approbation de multiples niveaux hiérarchiques. Pour construire un pont local, la demande devait remonter jusqu'à Pékin, être examinée par 12 départements différents, puis redescendre. Ce processus prenait des années, l'innovation s'est arrêtée net. Les entrepreneurs chinois, autrefois les plus dynamiques du monde, étaient étouffés par les réglementations. Pendant ce temps,
En Europe, des nations plus petites, comme le Portugal et les Pays-Bas, innovaient et dominaient le commerce mondial. Pourquoi? Parce que leur structure était plus simple, plus agile. Le quatrième modèle financier destructeur, c'est la dépendance excessive aux revenus d'une seule source. Les empires qui mettent tous leurs œufs dans le même panier finissent toujours par s'effondrer quand ce panier se casse. L'Espagne, encore une fois. Après la découverte de l'argent américain, l'Espagne est devenue complètement dépendante de ce flux constant de métal précieux. Le roi comptait sur les flottes de galions qui revenaient chaque année chargées d'argent. Toute l'économie espagnole était structurée autour de cette source de revenus. Mais que s'est-il passé quand les mines ont commencé à produire moins? Quand les flottes ont été attaquées par des pirates ou coulées par des tempêtes? Quand les colonies américaines ont commencé à se révolter? L'économie espagnole s'est effondrée. Il n'y avait pas de plan B, pas d'industrie diversifiée, pas d'économie résiliente, juste une dépendance totale à l'argent américain. L'Empire ottoman a fait exactement la même erreur. Au XVIe siècle, l'Empire contrôlait les routes commerciales entre l'Europe et l'Asie. Les taxes sur ce commerce représentaient une part énorme des revenus impériaux. Mais quand les Européens ont découvert les routes maritimes vers l'Inde et la Chine, contournant complètement les terres ottomanes, ces revenus se sont effondrés. L'Empire n'avait pas diversifié son économie. Il était trop dépendant des taxes commerciales. La Grande-Bretagne au XXe siècle offre un exemple moderne. L'Empire britannique était construit sur le contrôle des mers et du commerce mondial. Les revenus coloniaux étaient massifs. Mais cette dépendance était aussi une faiblesse. Quand les colonies ont commencé à gagner leur indépendance après la Seconde Guerre mondiale, l'économie britannique a subi un choc dont elle ne s'est jamais vraiment remise. Le cinquième et dernier modèle financier destructeur, c'est les dépenses militaires insoutenables et la surextension géographique. Tous les empires ont fini par dépenser tellement en défense qu'ils se sont ruinés eux-mêmes. Rome devait défendre une frontière de 10 000 km. De l'Écosse au Sahara, du Portugal à l'Euphrate, cela nécessitait des légions massives stationnées partout. Le coût était astronomique. À la fin, Rome dépensait plus pour défendre ses frontières qu'elle ne gagnait en contrôlant ses territoires. Le coût dépassait le bénéfice. L'Empire espagnol au XVIe et XVIIe siècle combattait simultanément en Europe, en Amérique, en Afrique, en Asie. Philippe II a envoyé l'armada invincible contre l'Angleterre. Elle a été détruite. Le coût a été catastrophique. L'Espagne s'est épuisée militairement et financièrement à essayer de maintenir un empire trop vaste. L'Union soviétique au XXe siècle est l'exemple moderne parfait. Elle dépensait entre 15 et 25% de son PIB en dépenses militaires. C'était insoutenable. L'économie civile était sacrifiée pour l'armée. Finalement, l'économie s'est effondrée et l'empire avec elle. Maintenant, synthétisons. Voici les 5 modèles financiers qui détruisent toujours les empires. 1. La dépréciation monétaire. 2. L'endettement excessif. 3. La bureaucratie paralysante. 4. La dépendance à une seule source de revenus. 5. Les dépenses militaires insoutenables. Et voici ce qui est vraiment terrifiant. Ces 5 modèles ne se manifestent jamais seuls. Ils s'alimentent mutuellement. La dépréciation monétaire force l'État à emprunter davantage. La dette force la création de plus de bureaucratie pour extraire plus d'impôts. La bureaucratie étouffe l'économie, ce qui réduit les revenus, et force encore plus de dépréciation monétaire. Les dépenses militaires excessives aggravent la dette. Et le cycle s'accélère jusqu'à l'effondrement. Rome les a tous connus simultanément, l'Espagne aussi, l'Empire ottoman, la France de l'Ancien Régime, chaque fois le même schéma, chaque fois le même effondrement, et aujourd'hui. Regardez autour de vous. Les banques centrales du monde entier impriment de l'argent à une échelle jamais vue. La dette publique mondiale dépasse 300% du PIB global. Les bureaucraties gouvernementales sont plus grandes et plus complexes que jamais. Les grandes puissances dépendent dangereusement de sources de revenus limitées. Les dépenses militaires mondiales atteignent des records historiques. Les États-Unis ont une dette publique de 35 000 milliards de dollars. Ils maintiennent 800 bases militaires dans le monde entier. Leur bureaucratie fédérale emploie des millions de personnes. Ils dépendent massivement du dollar comme monnaie de réserve mondiale, une source de revenus unique. L'Europe a une dette collective massive,
une bureaucratie à Bruxelles qui croît constamment, des dépenses militaires qui augmentent, une dépendance au commerce mondial qui la rend vulnérable. La Chine a une dette des gouvernements locaux et des entreprises qui dépasse 300% de son PIB, une bureaucratie du parti qui contrôle tout, une dépendance totale aux exportations. Est-ce que cela signifie que nous sommes condamnés? Non. L'histoire nous enseigne aussi que certaines sociétés ont su éviter ces pièges. Mais pour les éviter, il faut d'abord les reconnaître. Il faut avoir le courage de faire des choix difficiles plutôt que de reporter les problèmes. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur ces cycles historiques, si vous comprenez maintenant que nous répétons exactement les mêmes erreurs, alors abonnez-vous immédiatement à cette chaîne. Activez les notifications. Partagez cette vidéo. Ces connaissances sont trop importantes. Dans ma prochaine vidéo, je vais analyser précisément où se situent les États-Unis, l'Europe et la Chine dans ce cycle de déclin. Les parallèles avec les empires du passé sont stupéfiants. Laissez-moi en commentaire ce que vous pensez. Pensez-vous que nous pouvons éviter le destin des empires passés? Ou sommes-nous condamnés à répéter l'histoire? Merci de m'avoir suivi. Rappelez-vous, l'histoire ne se répète pas exactement, mais elle rime. Ceux qui comprennent ces cycles peuvent se préparer. Ceux qui les ignorent en deviennent les victimes. Vous savez maintenant, utilisez cette connaissance. À très bientôt.